Nous sommes en compagnie de Dominique Anglade, chef du Parti libéral du Québec. Madame Anglade, merci d'être avec nous aujourd'hui. Un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Nous vous accueillons aujourd'hui en marge de la campagne électorale 2022. Donc, en 2018, 5 de vos 6 candidats avaient été élus sur le territoire lavallois. Par contre, les prévisions actuelles de Québec 125 estiment que seulement Chemédé serait maintenu par le Parti libéral. Êtes-vous inquiète de la situation sur le territoire ou vous visez toujours une majorité de sièges pour Laval? En fait, on cherche pas la majorité, on cherche 6 sur 6, la totalité. Encore une fois, il faut toujours travailler sur le terrain, être présent sur le terrain, mais on est confiant parce qu'on a des candidats qui sont extraordinaires. Les candidats de l'équipe libérale, lorsque vous regardez leur feuille de route, leur expérience de terrain, plusieurs d'entre eux font partie ont une expérience municipale vraiment remarquable. Ce sont des gens qui sont ancrés, qui sont tout le temps à la rencontre des citoyens. Moi, je me dis que Laval serait hyper bien représenté par ces 6 candidatures-là. Et on a besoin d'avoir des Lavallois qui représentent des Lavallois à Québec. Pas des gens qui vont prendre les idées de Québec puis les amener à Laval puis les imposer à Laval. Et pour ça, il faut des gens qui ont Laval tatoué sur le cœur puis qui se disent, moi, je vais aller me battre tous les jours. Puis ce que je vois dans les 6 candidats que nous avons, c'est des gens qui vont aller se battre quotidiennement pour les Lavallois. Et puis, vous en parlez justement, en fait, seul Saul Polo, député sortant de Laval-des-Rapides, se représente pour le Parti libéral pour les élections actuelles. À quel point pensez-vous que cette nouvelle équipe, si on veut, a eu une influence sur votre campagne à Laval? J'ai l'impression qu'il y a un regain d'énergie, peut-être. On a eu de très bons députés. Je salue d'ailleurs le travail qu'ils ont fait dans les dernières années. Ceci étant, c'est sûr que là, tu arrives avec une équipe qui est renouvelée, qui a de nouvelles idées, qui est dynamique, qui est sur le terrain. Ils sont partout. Vous les voyez partout sur le terrain quand les gens se promènent. Ils me disent, oh mon Dieu, ils étaient là, ils étaient dans toutes les activités de Laval. Puis comme je dis, des personnes. On parle de Saoul, on parle de Michel Trottier, on parle de Virginie, Annabella, Sonia, Sona. Ce sont des gens qui sont sur le terrain constamment. Beaucoup d'entre eux ont une expérience municipale également. Ça aide parce que tu connais bien ton terrain à ce moment-là, tu connais bien les enjeux de Laval. Et ce qui est important pour moi, ce qui est fondamental, c'est qu'on ait des Lavallois qui représentent des Lavallois à Québec. Pas des gens qui ont été élus, puis dans le fond, qui prennent les décisions de Québec puis qui les imposent à Laval. Moi, je veux que ça arrête. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir cette équipe forte ici à Laval. Vous parlez que vos candidats sont beaucoup sur le terrain. Quel est le son de cloche, si on veut, de ce côté-là? Est-ce que vous recevez beaucoup de commentaires ou de messages, si on veut, de la part des citoyens? Ben oui, il est bon. Les citoyens nous disent que, évidemment, toute la question du coût de la vie revient très souvent. Les gens ont de la misère. Il y a des gens qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Alors, le 5 000 $ qu'on offre pour chaque famille québécoise, ça rejoint les gens. La seule chose qui n'augmente pas présentement, c'est le revenu de nos aînés. Donc, une allocation aînée de 2 000 $ par année qui revient année après année, qui est non imposable, comme une allocation famille. Ça rejoint beaucoup de personnes parmi nos personnes qui sont plus âgées. La question de la main-d'œuvre, elle est omniprésente, il nous en parle également. Donc, ça fait partie de tous ces enjeux-là dont on entend parler partout où je vais. Et d'ailleurs, je dis, mon équipe est sur le terrain, mais je suis venue très souvent à Laval, je suis souvent ici et je le constate moi-même, la réception est très bonne. Mais encore une fois, il faut rien prendre pour acquis, puis il faut encourager les gens à aller voter. Sinon, du côté des demandes, en fait, du maire Boyer, donc Stéphane Boyer, vous avez mis une liste de demandes en vue du prochain mandat et il parle notamment du logement social. Donc, de son côté, il souhaite en fait que les partis s'engagent à permettre la taxation de la spéculation foncière pour permettre d'engendrer des revenus qu'on peut réinvestir dans des logements. Donc, que pensez-vous, si on veut, de cette proposition? Pensez-vous que c'est réaliste de la mettre en place? Oui, la réponse courte, c'est oui. Je pense que c'est réaliste de la mettre en place. Et puis, c'est surtout le principe. On a besoin de plus de logements sociaux, plus de logements abordables, et il faut donner des mécanismes aux villes pour leur permettre d'arriver à trouver les espaces dont on a besoin. Dans notre plateforme, au niveau de la spéculation, nous aussi, on veut
on veut arrêter la spéculation immobilière puis trouver des mécanismes qui font en sorte que les gens achètent pas pour revendre tout de suite pour faire une passe d'argent. Donc, ça fait partie de ce qu'on va retrouver dans la plateforme de notre campagne. Donc, je comprends très bien le maire. D'ailleurs, vous me dites, il a fait une liste. On est allé le rencontrer avec nos candidats. Tous nos candidats étaient là pour échanger sur ces propositions qui sont très alignées avec la plateforme quand même que nous présentons cette année. Et en fait, de votre côté, ça vous parlez d'abolir la taxe de bienvenue. Évidemment, c'est un revenu important pour les municipalités. Donc, vous pourriez, en fait, de votre côté, compenser, si on veut, ce coût-là. À quel chiffre qu'on pourrait avoir en tête pour le coût que ça peut représenter pour le gouvernement, de faire ce changement-là, si on veut? Ben, premièrement, ce serait 100% compensé aux villes. 100% compensé aux villes. Alors, abolition de la taxe de bienvenue, ce qui facilite l'achat pour les premiers acheteurs. On parle de l'abolition de la taxe de bienvenue pour les premiers acheteurs. C'est sûr que ce sont des montants qui sont importants. On parle de plus de 200 millions de dollars qui sont estimés. Donc, ce sont des montants qui sont importants. Cela dit, c'est nécessaire, c'est vraiment nécessaire de permettre aux premiers acheteurs d'acheter une première propriété. On n'a pas un marché qui est équilibré présentement. Et donc, on veut vraiment aller de l'avant avec cette idée d'abolition de taxes, mais de compensation complète pour les villes, pour les municipalités. Et en fait, vous en parliez un peu tantôt, côté santé, c'est très important à Laval, on le sait, c'est un des principaux enjeux. Dans le milieu, il y en a beaucoup qui souhaitent des investissements pour moderniser les installations, mais aussi peut-être pour avoir un deuxième hôpital. Comment considérez-vous l'état, si on veut, du réseau à Laval et qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour aider le réseau? En 2018, on parlait déjà d'investir dans nos infrastructures, notamment pour la Cité de la Santé. Donc, ça faisait déjà partie de nos priorités. Et ces priorités-là n'ont pas changé. Une seule chose, on va en faire encore plus. Mais pour y arriver, il faut qu'on ait du monde. Il faut qu'on ait du monde dans tous les domaines, d'activité. Donc, la question de la pénurie de main-d'œuvre, elle est essentielle pour répondre à ça, mais ça fait partie de nos priorités, absolument. Mais vous en parlez, en fait, en 2018, l'ex-ministre Gaétan Barrette s'était présenté à Laval pour justement annoncer des projets de modernisation de près de 300 millions. Est-ce que si le Parti libéral est élu, un gouvernement libéral, est-ce que relancerait ce projet-là? Absolument. Puis d'ailleurs, je me demande pourquoi il n'a pas été fait. C'est surtout ça la question. Parce que il y avait déjà, c'était plus qu'une intention, là, c'était déjà dans le programme québécois des infrastructures. Donc, on aurait pu aller de l'avant depuis tout ce temps-là, puis ça n'a pas été fait. Alors oui, ça faisait partie de nos priorités. Ça fait partie de nos priorités, de même que la question de l'accès à un médecin de famille, surtout pour les personnes qui ont des maladies chroniques et des enjeux de santé mentale. Important d'avoir accès à un médecin qui nous suit régulièrement par rapport à ce qu'on a, même si au bout du compte, c'est pas toujours ton médecin que tu vas voir, mais que tu aies toujours le même médecin qui soit ta référence. Ça va être extrêmement important. Outre les demandes, en fait, du maire Boyer, on voulait également apporter la violence urbaine. Donc, on le sait, depuis un certain temps, on voit une hausse de la violence urbaine, particulièrement dans la région métropolitaine, dont Laval. Comment considérez-vous la situation actuelle et qu'est-ce qui pourrait être fait pour, si on veut, pallier le problème à ce moment-là? La violence, on en a vu beaucoup de cas ici à Laval. Alors, il y a l'aspect police, évidemment, mais il y a aussi tout l'aspect de la prévention. Et on n'en fait pas suffisamment d'un point de vue de la prévention. Investir pour chaque dollar qu'on investit dans le soutien qu'on donne à nos corps policiers, on devrait investir le même dollar en matière de prévention et donner les moyens aux villes d'agir de manière rapide. Donc, c'est de cette manière-là qu'on va y arriver. Bon, évidemment, il y a toute la question du contrôle des armes à feu. On est d'accord qu'il faut que le fédéral continue d'agir par rapport à nos frontières pour le contrôle des armes. Nous, d'un point de vue du Québec, on a la responsabilité d'en faire beaucoup plus sur le côté de la prévention et accompagner davantage nos villes. Et vous parlez tantôt de santé mentale, j'imagine que ça en fait un peu partie aussi de vouloir aider à ce moment-là. La santé mentale, c'est quelque chose qui a toujours été relativement tabou. Ça l'est moins avec maintenant la question de la COVID. Puis il y a eu beaucoup de cas en plus. Ça a amplifié, ça a exacerbé le problème. Aujourd'hui, on annonçait que pour nous, l'accès universel à des soins de psychothérapie était essentiel. Donc, on faisait l'annonce de dire maintenant, c'est pas vrai que tu peux aller dans le privé ou tu peux aller dans le public et attendre longtemps puis aller dans le privé puis passer plus rapidement. Si vous allez
peu importe l'endroit où vous allez, pour avoir des soins en psychothérapie avec un gouvernement libéral, ce serait avec la carte de l'assurance maladie de la RAMQ, ce serait universel. Vous en avez parlé un peu tantôt de la pénurie de main-d'œuvre. En fait, présentement, on le voit à Laval, il y a 12 000 postes à pourvoir, justement. Donc, on a un gros problème de pénurie de ce côté-là. Et le Conseil du patronat recommande d'atteindre des seuils de 80 000 nouveaux immigrants par année pour régler une partie du problème. Du côté du Parti libéral, on propose 70 000. Croyez-vous que c'est suffisant, si on veut, pour, à tout le moins, régler une partie de la problématique? La première chose que je vais dire, là, parce qu'il y a des choses que j'ai vraiment pas bien digérées du tout, là, dans les derniers mois par rapport aux commentaires sur l'immigration. Associer l'immigration à la violence, diviser anglophones et francophones, parler de Sao Paulo comme une anecdote, comme François Legault l'a fait. Moi, j'ai trouvé ça épouvantable parce que ça divise les Québécois, puis on est 8,5 millions de Québécois. On a besoin de se serrer les coudes avec tous les enjeux auxquels on fait face. On a besoin de se tenir ensemble. Maintenant, sur la question de l'immigration, 70 000 aujourd'hui, cette année, en 2022, c'est le nombre de personnes, de nouveaux arrivants qui a été accueillis au Québec. On est capable de maintenir ce niveau-là, mais après ça, il faut négocier avec chacune de nos régions, avec Laval, puis dire combien d'arrivants dont on a besoin, quelle est la capacité d'intégration, quels sont les moyens financiers aussi qu'on veut donner aux municipalités, aux régions pour qu'elles puissent intégrer plus rapidement. Donc, ça fait partie du travail qu'on doit faire tout de suite au départ par rapport à la pénurie de main-d'œuvre. C'est un volet, la question de l'immigration par rapport à la pénurie de main-d'œuvre. L'autre volet qui est aussi important, nos travailleurs expérimentés qui ont 65 ans, il y en a combien qui vont vous dire, moi, je travaillerais bien 1 jour par semaine, 2 jours par semaine, mais ça me coûte de l'argent de travailler parce que la fiscalité, là, je dois payer plus d'impôts après. Ce qu'on a proposé, c'est qu'au lieu de payer de l'impôt sur le premier 15 000, à partir de 15 000 tu commenceras à payer de l'impôt à partir de 30 000 C'est à 65 ans. Tu travailles. Plutôt que de payer de commencer à payer de l'impôt à 15 000, c'est à 30 000 que tu commences. Et ça, c'est peu importe que tu travailles à temps plein, à temps partiel, 2 jours semaine, peu importe. C'est pour inciter nos aînés à rester sur le marché du travail parce que souvent, il y en a plusieurs qui le souhaitent également. Sinon, du côté de la francisation également, on note à Laval une baisse de 3 points de pourcentage du français comme première langue parlée à la maison. On est sous le seuil des 70% maintenant. Est-ce que la situation vous inquiète justement que ce soit Laval ou même le Grand Montréal à ce moment-là? La question du français sera toujours un élément à protéger puis à préserver parce que c'est fondamental. Je veux dire, c'est quelque part le ciment de ce que nous sommes collectivement, c'est notre langue commune. Et nous sommes 2% en Amérique du Nord, donc on aura toujours une bataille à faire pour faire en sorte que le français demeure une langue riche et qui se développe ici au Québec, puis on aimerait ça ailleurs également. Et donc il y a des gestes concrets que l'on doit poser pour y arriver, que ce soit la francisation pour les personnes qui viennent d'arriver, que ce soit auprès de nos entreprises, auprès de nos commerces. La chose, par contre, avec laquelle on ne sera jamais d'accord, c'est de dire qu'on doit penser la langue française en fonction d'interdiction, puis d'interdiction, puis d'interdiction. C'est ce que fait le projet de loi 96, où on interdit des choses, où on interdit nos jeunes qui ont 18 ans, qui sont de jeunes adultes. Nous, on dit, ils ont le choix de choisir où est-ce qu'ils veulent aller étudier pour leurs études. Ils ont le choix d'aller dans le cégep qui les rejoint le plus. Puis c'est aussi une question de programme qu'ils veulent faire. Puis moi, j'ai confiance en notre jeunesse québécoise. C'est totalement irréaliste dans le projet de loi que de dire que quelqu'un va apprendre le français à l'intérieur de 6 mois. C'est totalement irréaliste. Mais il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Donc oui, pour la langue française, renforcer et la protéger, la promouvoir, mais il y a des manières de faire qui ne fonctionneront jamais, puis ça, c'est le 96. Moi, je veux pas diviser les Québécois, je veux les rassembler pour qu'on accomplisse de grandes choses ensemble. Du côté de l'environnement, vous l'avez mentionné plus tôt, donc de votre côté, il y a le projet ECO qui est, si on veut, le projet principal en environnement pour le Parti libéral. Y a-t-il d'autres peut-être initiatives que vous aimeriez mettre en place au cours d'un prochain mandat? Alors, éco, c'est pour écologie, éco, c'est pour économie. L'objectif, c'est de lutter contre les changements climatiques et de se dire qu'on est capable aussi, en luttant puis en s'adaptant au changement climatique, que ce soit gagnant-gagnant.
gagnant d'un point de vue environnemental, gagnant d'un point de vue économique. Et pour ça, il faut investir dans, évidemment, l'éolien, les nouvelles technologies de stockage, le solaire et l'hydrogène vert. Parce que l'hydrogène vert, c'est quoi? C'est un carburant zéro émission. C'est ça que c'est. Alors, plutôt que d'utiliser du pétrole qui émet des CO2, on utilise de l'hydrogène vert qui est zéro émission, surtout pour les camions lourds, les grands édifices, les grandes bâtisses qu'on a. Ça, c'est l'élément clé de notre avenir parce qu'on va éliminer la consommation qu'on a face aux hydrocarbures, mais les redevances sur l'eau vont être importantes. L'environnement ici à Laval, on en parle beaucoup, le transport en commun. Nous, on veut que le transport en commun soit gratuit pour nos aînés, pour nos étudiants. Ça, ce sont des gestes concrets qu'on pose et qui font en sorte qu'on reconnaît l'importance de l'environnement. Je pense qu'on peut tous s'entendre que à la CAQ, il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour ça. On n'a qu'à voir leur projet de troisième lien. On n'a qu'à voir ce qui se passe dans tous les projets où ils ont traîné la patte, question de GNL. Il n'y a pas d'intérêt, dans le fond, fondamental par rapport à ça. Nous, on est très sérieux dans notre approche. Pour revenir un peu à Laval, en fait, dans l'éventualité d'un gouvernement libéral, à quoi peut-on s'attendre? À quoi les citoyens de Laval peuvent-ils s'attendre comme principaux, si on veut, chantiers dans la région? Ben, je vous dirais plus de services lorsqu'on parle de la santé. Tous ceux qui, comme je disais, on va prioriser d'abord les gens qui ont des maladies chroniques, les gens qui ont des enjeux de santé mentale, vraiment une énorme attention, si vous voulez, qui va être là-dessus. Vous êtes à Laval, on est sur une île, il y a l'eau tout autour. La valorisation de l'accès à l'eau, l'accès à notre environnement, l'accès à cette eau qui est extraordinaire. J'étais encore sur l'eau avec Michel Trottier l'autre jour, justement, on voit comment les citoyens apprécient avoir cet accès. Alors, promouvoir ces éléments-là également, ça va être essentiel. Mais Madame Anglade, en fait, un gros merci en fait pour votre temps, c'est très apprécié. Et on vous souhaite également une bonne campagne d'ici le vote du 3 octobre. Ben c'est moi qui vous remercie, hein, un plaisir. Je vous remercie.